Camp de Rouanga, au Kurdistan irakien. 15 000 réfugiés yézidis vivent ici dans le plus grand dénuement. Cette minorité religieuse a été persécutée par Daesh. Parmi les réfugiés, on trouve de nombreux enfants, comme Ayad. Le garçon a vécu en captivité sous l'État islamique jusqu'à sa libération à l'été 2016. Il n'a que 12 ans lorsqu'il est envoyé dans un camp d'entraînement militaire du groupe terroriste pour devenir enfant soldat. Le matin, on était réveillés à 4 heures. On devait faire nos ablutions et la prière. Après, on lisait quelques versets du Coran et ensuite ils nous emmenaient à l'entraînement. Ils nous ont appris à poser des explosifs. La leçon était rapide. Ils nous ont dit, avec les bombes, la première erreur est aussi la dernière. Ayad a été malgré lui l'acteur d'une vidéo de propagande filmée à Raqqa, fief syrien de l'État islamique. Machinalement, l'enfant se met à fredonner les chants de ses bourreaux. Là, on apprend à s'engouffrer dans les tunnels. Comme ça, quand l'aviation ennemie bombarde, on est protégé et les éclats d'obus ne peuvent pas nous toucher. C'est moi là, ici. À l'entraînement, ils nous battaient avec des câbles électriques si on n'avait pas bien retenu nos leçons. Ils tiraient tout près de nos pieds pour nous mettre la pression. Après des mois d'entraînement, Ayad est emmené au front pour combattre son propre peuple, les forces kurdes. Tu as fini par croire en eux après cette formation ? Non, mais eux, ils disaient qu'ils allaient conquérir le monde. Je me disais que même si je parvenais à fuir, ils arriveraient à me retrouver et à me ramener. Ils étaient nombreux et moi j'étais tout seul. Du coup, j'étais obligé. Je suis devenu comme eux. Ayad souhaite aujourd'hui oublier ce passé et retrouver sa mère, réfugiée en Allemagne. Des enfants comme Ayad, il y en aurait des milliers. Nous allons vous raconter l'histoire de Hadia, Saleh et Christina. L'histoire des enfants perdus du califat. En juin 2014, l'État islamique lance une vaste offensive et s'empare d'une partie de l'Irak et de la Syrie. Il y instaure un califat. Sa zone d'influence, à cheval sur les deux pays, s'étend de Mossoul à Raqqa, sur un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne, 7 millions d'habitants. Pour asseoir son royaume de la terreur, Daesh embrigade la jeunesse et crée une nouvelle génération de djihadistes, des enfants soldats appelés lionceaux, dressés pour tuer. Ces images filmées par l'organisation, diffusées sur Internet, servent sa propagande. Cet endoctrinement à grande échelle en vue de créer un homme nouveau rappelle celui du Troisième Reich. Les jeunesses hitlériennes étaient alors un rouage essentiel de l'entreprise totalitaire nazie. Endoctrinés mais aussi persécutés, au cœur du califat, les enfants issus des minorités religieuses, chrétiennes et yézidis sont victimes de crimes de guerre, dénoncés dès 2015 dans ce rapport des Nations Unies. Sur son territoire, l'État islamique se prête à un trafic sexuel de grande ampleur. Des centaines d'enfants sont vendus et exploités.
Nous sommes allés à la rencontre des combattants de l'ombre, ceux qui luttent et dénoncent les exactions de Daesh. Et là, esclave vierge, 11-12 ans. Prix, 11 000 $. Lieu, Raqqa. Des résistants comme Barzad mènent des opérations d'exfiltration pour sauver ses victimes. Là, c'est Akram. On a déjà sauvé sa petite sœur de 6 ans. Grâce à lui, des familles parviennent à retrouver leurs enfants. Des revenants que des médecins et psychologues essaient par la suite de soigner. Joumana, on parle de ça? Joumana, cet homme te faisait peur la nuit ou la journée? Qu'adviendra-t-il de cette génération perdue? Des enfants de cette taille, il en mettait des ceintures. Vous avez vu ça? Oui, et ça faisait... Ces enfants doivent-ils être punis, jugés ou soignés? Sont-ils des victimes ou des bourreaux? Décembre dernier, nous nous rendons dans le nord de l'Irak, en pleine bataille de Mossoul. Depuis 2 mois, l'armée irakienne tente de libérer la ville, capitale autoproclamée du califat, et y livre des combats féroces contre Daesh. Nous partons vers les quartiers repris récemment à l'organisation terroriste à l'est de Mossoul. Plus loin, dis-lui de nous ouvrir la voie. Dans les rangs ennemis, les soldats nous affirment devoir parfois combattre des enfants, les fameux lionceaux du califat. Actuellement, il y a des enfants qui participent à la bataille de Mossoul contre nous, dans les rangs de Daesh. Ils ont quel âge? Ils ont entre 10 et 15 ans, pas plus. Daesh envoie des enfants se faire sauter contre nos troupes, mener des attentats suicides. Comment vous pouvez savoir que ce sont des enfants? Ça se voit. Un jeune sans barbe, c'est qu'il est encore enfant ou ado. Regardez, il y a des carcasses de voitures piégées par Daesh. Celle-là, le kamikaze est encore dedans. On peut descendre filmer? Non, impossible. Aux mains de Daesh depuis plus de 2 ans, la ville est la vitrine du système totalitaire établi sur tout le califat. Dans son ambition affichée de créer un homme nouveau, le groupe terroriste a ciblé en priorité les enfants et donc l'école. En 2015, le ministère de l'Éducation du groupe terroriste émet un décret à l'attention de toutes les écoles, collèges et facultés, un document dans lequel il définit sa politique. Doivent être supprimés des programmes d'enseignement les matières suivantes: la philosophie, les sciences sociales, la musique, le dessin, le sport, la psychologie et l'histoire. Ne pas enseigner le concept de nationalisme ou de patriotisme, le remplacer par celui de l'appartenance à l'islam. Supprimer des matières scientifiques toute allusion à la théorie de Darwin. Dieu a créé l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Des directives appliquées dans un collège où nous nous rendons. Aujourd'hui déserté, auparavant aux mains de Daesh. Le gardien de l'établissement nous sert de guide. Les militaires sont anxieux. L'organisation a piégé de nombreux bâtiments. C'est bon, pas de mine. T'es sûr qu'il n'y a pas de danger? Tiens, il y avait un cadavre là. Et à l'étage, Daesh avait posté des snipers. Dans le bureau du directeur, le sol est jonché de manuels scolaires, de modestes fascicules en noir et blanc, les dernières disciplines tolérées par Daesh. Ce sont des petits livres. Ça, c'est la chimie? Oui, et là, il y a les maths. Et là, il y a la biologie. Des matières largement expurgées.
En biologie, par exemple, pas de représentation de corps humain. Des enseignements réduits à quelques pages. Pour des écoles, devenues en réalité des centres de recrutement. Comme en témoignent ces enfants du quartier. Leur enseignement était nul. Ils nous frappaient. Ils vous enseignaient quoi? Une balle plus une balle égale 2 balles. Et quoi d'autre? Une bombe plus une bombe égale 2 bombes. Et ils disaient « faites le djihad ». Faire le djihad, ça veut dire faire la guerre, hein? Oui, faire la guerre. Ils disaient « venez vous battre dans les rangs de l'État islamique. Nous sommes ici pour toujours ». Du coup, on a arrêté d'aller à l'école. La guerre comme matière d'apprentissage, et ce, dès le plus jeune âge. Nous avons retrouvé des manuels de Daesh destinés à l'enseignement primaire. En mathématiques, des pistolets pour apprendre à compter. Et en anglais, un exercice d'écriture agrémenté d'une kalachnikov et dans lequel l'élève doit reproduire des mots comme armée ou balle. Aux abords de Mossoul, dans le camp de réfugiés de Kazer, nous rencontrons un instituteur arrivé du front 5 jours auparavant. Il a travaillé 6 mois sous l'État islamique avant de demander son départ à la retraite, horrifié par l'enseignement imposé par les djihadistes. Regardez, là ce sont des mathématiques pour CE1. Ces exercices existaient avant l'arrivée de Daesh. Des exercices classiques de classement par taille ou par groupe. Mais eux, ils ont remplacé les objets par des mitrailleuses, des épées, des pistolets, des avions. C'est une catastrophe pour les enfants. Un pistolet? Vous avez remarqué? Mon petit vient de m'interrompre pour dire un pistolet. Cet enfant ne devrait pas reconnaître ces choses-là. Il n'est censé, à son âge, connaître que la banane, la pomme, des jouets. C'est une arme automatique, une BKC. Ils enseignaient aux jeunes élèves le nombre de balles et ils les entraînaient au tir comme discipline sportive. Une fois, ils ont même enseigné ça à mon fils à l'école. Les enfants ont été mentalement imprégnés par cette idéologie. Pour les influencer, Daesh a développé l'ignorance, mais pas seulement. L'ignorance, l'intimidation, la terreur, les crimes, les décapitations, les cadavres exposés dans la rue. La rue, c'est bien là que Daesh met au pas toute une génération. Il y a quelques mois, nous avions pu contacter un membre du réseau clandestin, Raqqa meurt en silence. Un groupe d'activistes qui dénonce, depuis le fief syrien de l'État islamique, les exactions du groupe terroriste au péril de leur vie. Allô, je vous reçois. L'un d'eux nous avait alors confirmé la prise en otage de la jeunesse par Daesh. L'organisation a mis en place une politique d'embrigadement des petits dans les rues. Ils leur donnent des sucreries, des jouets pour les aborder. Ils leur font l'apologie du djihad en leur disant « Regarde, nous portons des armes. Toi aussi tu peux en avoir. » Tes parents te disent que tu es encore un enfant. Pourquoi tu ne viens pas combattre avec nous pour devenir un héros? Tu ne veux pas mener une opération suicide et devenir un martyr? La propagande est partout, comme en témoignent ces images tournées par Daesh en 2015. Ces hommes recrutent jusqu'aux abords des parcs d'attractions. Des bus sillonnent les villes du califat pour embrigader toujours plus de lionceaux. On les appelle les caravanes de la prédication. Les jeunes handicapés ne peuvent y échapper et l'organisation utilise même des enfants pour enrôler d'autres enfants. Pour compléter son apologie de la guerre sainte, Daesh organise aussi ce qu'il appelle des points presse. Des écrans géants installés dans les rues sur lesquels sont diffusées des vidéos de combat ou d'exécution.
Ce jour-là, celle de la mise à mort d'un pilote jordanien brûlé vif. Tu as vu la vidéo? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis très heureux. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont brûlé. Si j'avais pu, je l'aurais brûlé moi-même. J'espère qu'on en brûlera d'autres. Biberonné aux horreurs. Hadi est un autre activiste de Raqqa. Il a fait le tour du califat sous une fausse identité avant de fuir la région. Selon lui, Daesh utilise les enfants comme délateurs et s'immisce dans la cellule familiale pour mieux la détruire. Ils ont des brigades spécialisées en charge de propager l'idéologie de Daesh parmi les jeunes. Les parents ne peuvent plus exercer leur pouvoir sur leurs enfants. Un père ne peut pas dire à son fils que Daesh, ce sont des terroristes ou des monstres, car il ne peut pas être certain que son enfant n'ira pas rapporter ça aux membres de l'organisation. Qu'il n'ira pas leur raconter « Mon père dit que vous êtes des terroristes ». Ce genre de choses a eu lieu plusieurs fois à Raqqa, et cela a fini par l'exécution du père. Coupés de leur famille, endoctrinés, il ne restait plus à Daesh qu'à faire de ses enfants de jeunes soldats. Une armée d'exécutants dociles, de tueurs impitoyables. Fin 2015, Daesh met en scène une sorte de jeu télévisé. Dans un décor qui rappelle Fort Boyard, 6 enfants se voient confier une mission. Exécuter des prisonniers ligotés et cachés dans des tunnels. Une production hollywoodienne pour signifier à l'ennemi que la nouvelle génération est opérationnelle. Parmi ces 6 garçons, Salman al-Sinjari, un yézidi de 8 ans entraîné comme les autres à toutes les méthodes d'exécution. On va vous choper, vous et les Juifs! Salman finira par décapiter sa victime. L'image de l'enfant bourreau fera le tour du monde sur Internet, alimentant la communication de Daesh. Une image qui hante l'oncle de Salman. Nous l'avons retrouvé au Kurdistan. Il souhaite garder l'anonymat. Pouvez-vous l'identifier? Oui, c'est lui. Le petit était en CE2 quand Daesh l'a pris. Un enfant sensible et intelligent. Tout petit déjà. Il était responsable. Il aidait son père à l'épicerie. Ils les ont forcés à tuer. Les pauvres choux. Ils ont eu peur d'eux. Salman a été contraint de choisir entre tuer ou mourir. Il y a 1 an, il est parvenu à joindre sa famille réfugiée en zone libre. Vous lui avez parlé au téléphone? Oui, 2 fois. Que disait-il? Il voulait revenir, mais personne n'a pu l'exfiltrer. Aujourd'hui, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Selon nos informations, Salman serait toujours en vie, aux mains de Daesh. Sur son territoire, l'État islamique fabrique une génération d'assassins et instaure la banalité du mal. Dans le camp de réfugiés de Sharia, au Kurdistan irakien, nous allons découvrir que Daesh pousse les enfants au meurtre, même en dehors des terrains de guerre ou de ses films de propagande. Cette fratrie a été captive de Daesh avec sa mère pendant 2 ans. Victimes de violences et de simulacres d'exécution, Fadi, Hadia et Shadi ont dû un jour tuer à leur tour, gratuitement. Le condamné à mort leur est amené ligoté et les yeux bandés par un geôlier djihadiste.
Il est venu et nous a dit, « Toi tu coupes un pied, toi tu coupes un bras, et toi tu frappes le visage au couteau. Sinon je vous enlève tous les trois à votre mère et je vous tue. » Qu'as-tu ressenti? Pourquoi tu l'as fait? On a eu peur de dire non. Ils nous ont donné à chacun une machette. Moi, je devais couper la main. J'ai coupé la main. Lui, il a dû couper les pieds. Et Shadi, il lui a donné des coups de couteau au visage. Moi, je lui ai coupé le pied. Ma sœur lui a coupé la main. Et Shadi lui a planté des coups de couteau au niveau de la bouche. À quel endroit? Au niveau de la figure. Il était conscient, en vie? C'est quand Shadi lui a donné un coup de couteau dans les yeux qu'il est mort. Un récit glaçant, corroboré par la mère. En apparence détachée, les trois enfants portent en eux les séquelles de leur passage aux mains de Daesh. Shadi, le petit dernier, est le plus perturbé. Devenu diabétique, il se comporte de façon violente et dangereuse. Un jour, Shadi a mis un couteau sur la gorge de notre plus petite sœur. Il lui aurait sûrement découpé l'oreille, mais ma mère est arrivée à temps et l'a empêché. On lui a dit « Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau ?» et il a répondu « Je vais l'égorger, elle m'appartient. » Une autre fois, il a failli mettre le feu à notre tente. Ma petite sœur était endormie, il y avait de la fumée qui s'échappait. Moi, je l'ai giflé, mais il m'a mis un gros coup de bâton et ça a fait boum dans ma tête. Il a dit « Faut brûler cet endroit, comme Daesh. » Malgré ces troubles du comportement, la fratrie vit ici depuis 1 an, sans réelle prise en charge psychologique. Les 3 frères et sœurs étaient parvenus à fuir miraculeusement le califat. Mais certains enfants, forcés à franchir la ligne entre le bien et le mal, n'en sont eux jamais revenus. Comme ces 2 frères, mis en scène dans une des vidéos diffusées récemment par Daesh. Assad, 12 ans, et Amjad, 13 ans. Les voici avant leur capture. Chacun au volant d'une voiture bourrée d'explosifs, ils s'apprêtent à mener 2 opérations kamikazes. Ces yézidis convertis de force menacent jusqu'à leur famille. Nous souhaitons frapper les ennemis de Dieu, les faire exploser, même si ce sont nos propres parents. Si Dieu le veut, nous allons frapper les mécréants. Les opérations sont filmées au drone. La mort des 2 adolescents ressemble à un jeu vidéo. La cible, des chars de l'armée irakienne. C'était à Mossoul, en janvier dernier. Avec la reprise de territoire sous contrôle de Daesh, une question se pose aux libérateurs. Que faire des jeunes? Les considérer comme coupables ou comme victimes? Par mesure de sécurité, dans les camps aux abords de Mossoul, la population rescapée des combats est maintenue en isolement. Les réfugiés, notamment les jeunes hommes, restent suspects aux yeux des autorités qui craignent l'infiltration d'éléments terroristes. C'est mon neveu. Pourquoi vous ne pouvez pas sortir? Je ne peux pas, il n'accepte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Des adolescents, suspectés de liens avec Daesh, ont été arrêtés dans ce camp. Certains ont été envoyés en détention à Kirkouk, à 180 km de Mossoul. L'ombre de Daesh plane sur la ville. Une violente attaque du groupe terroriste 2 mois avant notre arrivée en décembre dernier a fait 92 morts. Dans une prison tenue secrète, nous rencontrons un adolescent qui a reconnu son adhésion à l'État islamique. Mouaz a 12 ans lorsqu'il s'engage aux côtés de Daesh après que l'organisation ait envahi le village musulman où il réside. Entraîné et envoyé au front, le jeune soldat perçoit même un salaire mensuel de 50 €.
Il parle aujourd'hui sous le contrôle de ses geôliers. Je n'ai jamais tiré. Je n'ai jamais tué. J'étais juste de garde dans les tranchées. Et tu penses que tu es innocent? Non, je ne suis pas innocent. Pourquoi? Parce que j'ai fait partie d'eux. Je ne recommencerai plus. J'ai beaucoup de remords. J'ai prêté allégeance, mais lorsque je suis entré dans leur rang et que j'ai vu ce qui se passe là-bas, j'ai regretté. J'ai compris que ce n'était pas l'islam. J'ai compris combien ils avaient tort. Toi, tu les as rejoints par conviction? Oui, moi j'étais convaincu. Et ton père aussi était convaincu? Oui. Mon père, mon frère, mon oncle. Mon père a été tué par un raid aérien au village de Hassan Chalal. Et mon frère, il est mort au combat, à Rezia. Quel âge avait ton frère? Mon frère, il avait 18 ans. Ils ont démoli la vie. Ils ont détruit mon père, mon frère, mon oncle. Ma famille. Je n'ai plus de famille, à part mon grand frère. Il est enfermé dans cette prison avec moi. Remords de circonstances ou regrets sincères, nul ne peut le dire. Pour les autorités, Muaz reste un soldat ennemi. Allez, lève-toi. 750 mineurs sont aujourd'hui emprisonnés en Irak. Beaucoup attendent leur jugement, mais il est impossible à l'administration de les relâcher, car certains constituent toujours une menace. En août dernier, à quelques rues de la prison, un enfant de 9 ans est arrêté, une ceinture d'explosifs sur lui. Ne filmez pas, ça peut tout faire sauter. Des policiers parviennent à la désamorcer. Le jeune kamikaze va alors éviter de justesse un lynchage par la foule. Éloignez-vous, reculez. Papa! S'il vous plaît, monsieur, ne me faites pas mal. N'aie pas peur. Mes frères, reculez, laissez-le, je vous en prie. Reculez une minute. Non, ne m'enlevez pas mes habits. Le candidat au martyr, venu de Mossoul, attend aujourd'hui son jugement en prison. Quelques semaines après cette arrestation, son frère parviendra à se faire exploser. Une quarantaine d'attentats suicides auraient été perpétrés en Irak par des enfants. Depuis sa conquête du califat en 2014, Daesh s'est rendu coupable de nombreux crimes contre les minorités religieuses, considérées comme mécréantes, notamment d'esclavage sexuel sur les enfants. Christina a 3 ans lorsqu'elle est arrachée à sa mère Aïda. Leur village est alors occupé et la population chrétienne est déportée dans des bus. Des rafles qui rappellent la Seconde Guerre mondiale. Dans le bus, ils nous ont dit qu'ils nous emmenaient à un dispensaire pour nous examiner et soigner ceux qui avaient des problèmes de santé. Mais c'était faux. Ils n'ont rien fait de tout ça. Et ils étaient tous vêtus de noir. Au moment du tri, ils ont dépossédé ceux qui avaient de l'argent ou de l'or. Nous sommes remontés dans le bus. Nous sommes pauvres. Nous n'avions rien à donner. Alors ils ont pris notre petite fille. Depuis, Aïda a obtenu des nouvelles. Son enfant est aux mains d'un djihadiste de 70 ans vivant à Mossoul. Il y a quelques mois, elle a même retrouvé une photo de Christina sur un site de Daesh qui se vante de ses prises chrétiennes. Elle est jolie, mais c'est une enfant. Quel intérêt de la retenir? Peut-être qu'ils attendent qu'elle grandisse pour la prendre pour femme. Mais j'espère que cela ne se réalisera jamais. Si Dieu le veut. Si jamais elle revient, j'espère qu'elle ne nous aura pas oubliés. Je ne crois pas. Christina est une enfant si intelligente.
Je ne pense pas qu'elle m'oubliera. Aïda se rend au camp de Kaser, à 1 heure de route. Un des plus grands à la périphérie de Mossoul. Des dizaines de milliers de réfugiés viennent d'y arriver, fuyant les combats. Aïda espère obtenir de nouvelles informations, peut-être même y retrouver sa fille. Le camp est grand, si grand. Des photos de Christina, quelques indications et un numéro de téléphone pour contacter les parents. Mais dans un camp qui compte 100 000 personnes, les chances d'Aïda sont minces. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma chérie, mon Dieu, qu'elle revienne. Bonjour. Bonjour. C'est ma fille sur cette photo, monsieur. Si elle arrive dans ce camp... Mais elle est perdue? Daesh l'a capturée. Que Dieu maudisse Daesh. Aïda craint pour la vie de sa fille. Les avions de la coalition pilonnent Mossoul depuis des semaines. Quelle est la situation dans Mossoul? Catastrophique, vraiment. Les bombardements, c'est ça? Ça bombarde beaucoup. Hier, ils ont ramené plein de blessés. Moi, j'ai une petite fille kidnappée à l'intérieur. Les garçons, ils les amènent au combat. Mais les petites filles, ils ne les tuent pas. Un jour, les Daeshistes ont emmené une fillette de 3 ans. Belle et toute blonde, mais elle était yézidi. Et une adolescente yézidi aussi. Mais elle s'est immolée par le feu. Vous savez ce qu'ils font aux fillettes? Ils les élèvent et quand elles atteignent 9 ou 10 ans, ils les épousent. Moi, j'étais la voisine d'un émir. Un jour, il a amené une otage de 15 ans et l'a épousée alors qu'il a 35 ans. Et récemment, il a apporté une fillette de 3 ans et il a dit qu'il la marierait à son fils, qui a 6 ans. Aidez-moi, je vous en supplie. À ce jour, Christina est toujours captive dans Mossoul, au cœur des combats, dans les derniers quartiers, encore aux mains de Daesh. Des fillettes kidnappées, exploitées et mariées de force. Quelle est la réalité de ce trafic sexuel? À 80 km de Mossoul, à Erbil, capitale du Kurdistan, nous avons rendez-vous avec un témoin clé. Il tient à rester anonyme, mais il enquête sur ce phénomène depuis des mois et a recueilli de nombreuses preuves. Une de ses sources a réussi à fuir le califat avec 2 portables de djihadistes. Dans les téléphones, notre contact a découvert de véritables marchés aux esclaves. Sur des groupes de discussion, des centaines de djihadistes achètent ou vendent des mineurs à partir de 6 ans. Par exemple, là, ce djihadiste annonce une esclave déflorée à vendre, âge 13 ans, corps mince, grand. Son travail, elle nettoie et lave sans rechigner. Religion, convertie à l'islam. A commencé à apprendre le Coran. Le prix, $9 000. Et là, esclave vierge, 11-12 ans. Prix, $11 000. Lieu, Raqqa. Il les maquille comme ça pour les vendre plus vite et plus cher. Car ce sont des ventes aux enchères. Ça commence à $10 000 par exemple. Des djihadistes peuvent renchérir 200 ou $500, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Sur un marché virtuel intitulé Khalifa Mall, nous trouvons même des messages audio envoyés par un vendeur à un acheteur indécis. L'homme déploie son argumentaire commercial comme s'il s'agissait d'un quelconque produit. Salut l'ami. L'esclave est déflorée, mais elle a 14 ans. Sa beauté, 70 sur 100, et même plus. Depuis son esclavage, elle n'a été vendue que 2 fois. Tu comprends, elle n'est pas passée entre les mains de trop de frères. Un de nos frères l'a eue pour un certain temps.
Et le second, apparemment, il ne l'aurait même pas touché, pas pénétré. Ce n'est pas sûr, mais je peux m'en assurer pour toi. Ces pratiques sont officiellement encouragées par l'État islamique. L'exploitation sexuelle de mineurs est même encadrée par les tribunaux de Daesh, sous couvert de mariage, dont l'âge légal est fixé à 9 ans. Mais ici, une acquisition pose problème. La fillette n'a que 7 ans, l'acheteur semble ennuyé. Quel âge elle a? 7 ans. Mais elle est encore trop jeune pour les 7 000 $ demandés. C'est vrai, mais elle a déjà ses règles et elle a des poils pubiens. Si elle a des poils pubiens, pour eux, c'est un critère de sélection. Cela veut dire qu'elle est prête pour le sexe, pour la copulation. Même si elle a moins de 9 ans? Oui, même si elle a moins de 9 ans. Si un combattant va au tribunal et prouve qu'une petite de moins de 9 ans a ses premiers signes de puberté, le tribunal lui donne le droit d'avoir des rapports sexuels ou de la vendre. Face à l'horreur qui frappe son peuple, un jeune yézidi, Barzad Farhan, s'est mobilisé avec un groupe de volontaires pour exfiltrer ses enfants otages. Ça, ce sont les affaires d'une rescapée capturée à l'âge de 16 ans. Quand elle est arrivée en zone libre, elle portait ça, le niqab islamique. Tout objet qui vient de là-bas, je le récupère, le classe et le prends en photo. Dans le futur, je veux utiliser ces affaires pour créer un musée, pour qu'on n'oublie pas les horreurs que ces filles et ces enfants ont subies. Celui qu'on surnomme le libérateur sauve des mineurs et recense les crimes de guerre de Daesh. Réduits en esclavage, les yézidis ont également été victimes d'une véritable tentative génocidaire. Sur les murs, des listes de noms interminables. Regardez, ça ce sont des enfants. Enfants, 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 enfants. Plus de 2000 enfants ont été victimes de Daesh. Pris en otage, morts en fuyant ou tués dans des exécutions massives quand ils avaient plus de 15 ans. Ils les triaient avant de les tuer. Si les gamins avaient des poils sous les aisselles, ça voulait dire qu'ils étaient des hommes et donc en âge de mourir. Depuis l'an dernier, Barzad a exfiltré une 50aine d'enfants, grâce à un réseau de résistants au cœur du califat. Les opérations peuvent nécessiter des mois d'enquête, témoignages, plans, photos. Les familles sont souvent dispersées, un puzzle dont Barzad s'efforce de rassembler les morceaux. Ça, c'est un exemple de famille disséminée aux 4 coins du califat. Les parents sont portés disparus. Voilà une de leurs filles. Elle est à Deir ez-Zor en Syrie. Selon des informations récentes, elle a été mise en vente pour être mariée. Ça, c'est son frère Akram. Il a 9 ans, il est à Raqqa en Syrie, utilisé comme esclave domestique. Grièvement blessé par Daesh lors de sa capture en 2014, Akram a été acheté à 3 000 $, moins cher que d'autres petits garçons, puisqu'incapable d'aller au combat. Barzad essaye actuellement de l'arracher des griffes de l'État islamique. Voici leur petite sœur, Joumana. Elle a 6 ans, elle est esclave à Mossoul. 2 semaines après notre rencontre, la petite Joumana a été exfiltrée par le réseau de Barzad. Elle a été accueillie par des cousins éloignés, dans le camp de Kabarto, près de Dohuk. Sa mère a été assassinée par Daesh pour s'être rebellée contre le traitement fait à ses enfants.
Joumana refuse d'aller à l'école et ne cesse de parler de sexe. Ses proches sont persuadés qu'elle a été abusée. Un cousin l'emmène voir une psychothérapeute. Une prise en charge gratuite, une fois par mois. C'est la première fois qu'ils s'y rendent. Elle a tenté de se suicider plusieurs fois. Parfois, elle quitte la tente. Même en pleine nuit, elle ne revient pas. On la ramène de force. Elle a des comportements violents avec les enfants des voisins. Comment elle a essayé de se suicider? Par le feu, en s'immolant. Ce centre médical reçoit quotidiennement des enfants rescapés de l'enfer de Daesh. Quand tu seras avec le docteur, tu lui diras bien que tu as mal, que tu es triste, parce que tu as perdu tes parents. Allez, redresse-toi. C'est impoli. Tu lui expliqueras que tu as été kidnappé. Bonjour, bienvenue, je suis le docteur Galavech. Tends la main au docteur. Comment vas-tu? Bien? Tu vas bien? Elle a peur la nuit et elle parle de choses sales. Les enfants que voit cette psychothérapeute présentent tous un état de stress post-traumatique. Joumana, comme les autres, peine à exprimer sa souffrance, mais son comportement et ses dessins parlent pour elle. Tu veux les couvrir? Tu veux qu'ils soient cachés? Ils ont peur de quoi, Joumana? Ils ont peur ou bien honte? Joumana, on parle de ça? Joumana, cet homme te faisait peur la nuit ou la journée? Je veux m'en aller. L'expression du visage reflète de la terreur. Les yeux sont écarquillés et les bras sont ouverts et en l'air. C'est un appel au secours. En fait, cet enfant est revenu dans un état critique. Il est évident qu'ils lui ont fait subir des choses très graves. Si ces choses ne lui ont pas été faites à elle directement, des viols ont dû se passer sous ses yeux, sur d'autres enfants, où elle a dû subir elle-même ces choses horribles. Qu'adviendra-t-il de ces revenants, encore hantés par le califat? Pour se reconstruire, peu ont accès à une prise en charge psychologique. Au Kurdistan, les victimes sont trop nombreuses et les moyens modestes. Orpheline, accueillie par une famille démunie, rejetée par ses camarades, la guérison de Joumana risque d'être longue. Pour d'autres, l'avenir s'annonce un peu moins sombre. Pour aider ces enfants yézidis rescapés, l'Allemagne a mis en place un programme d'accueil unique en Europe. Ayad, l'adolescent enrôlé par Daesh, va en bénéficier. Après 6 mois passés dans ce camp de réfugiés, il part pour Stuttgart, où ont déjà été rapatriés son petit frère et sa mère. Je suis triste parce que je vais quitter ma terre, l'Irak. Et je suis heureux parce que je vais retrouver ma mère, mes amis et ma famille. J'ai perdu mon enfance. C'était trop tous ces malheurs et tous ces problèmes pour un enfant, pour quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'était vraiment trop. J'étais heureux dans ma vie d'avant, mais j'ai perdu mon enfance. Viens que je t'embrasse. Ayad fait ses adieux à ses cousins. Passe le bonjour à la famille. Hein. Il va enfin retrouver sa mère qu'il n'a pas vue depuis 2 ans.
À 14 ans, Ayad a la maturité de ceux qui ont connu l'enfer. S'il s'envole vers un avenir qu'il espère meilleur, le passé continue de l'habiter. Ce sera impossible d'oublier ce qui m'est arrivé. Ils m'ont fait beaucoup de mal, et à la société tout entière aussi. Les prochaines générations n'oublieront pas cette catastrophe et ces massacres. Les jours et les mois ont passé, et personnellement, je dirais qu'il reste en moi 40 à 50% de ce passé. Tu vas pouvoir t'en débarrasser? C'est le futur qui le déterminera, selon les circonstances. Le futur le dira. 2 ans sans école, sans parents, formés à tuer, à haïr les ennemis de Daesh. Jusqu'à sa propre mère qu'il traitait de mécréante lorsqu'elle l'appelait en cachette pour le supplier de fuir Daesh. Aujourd'hui, il lui parle avec tendresse. Salut maman, ça va? Je vais bien, chérie. Et toi? Ça va, merci. On va prendre l'avion et on arrive dans 3-4 heures chez vous. Que Dieu vous accompagne. Allez, bye. Un au revoir en allemand, comme pour signifier à sa mère sa joie de la rejoindre. Après des heures de vol et de trajet en train, Ayad atteint enfin sa destination finale, Stuttgart. Il y est attendu par sa mère et son frère. Les services sociaux chargés d'accueillir Ayad nous demandent de les laisser seuls. Mais nous autoriserons finalement à rencontrer d'autres enfants. L'Allemagne est le premier pays d'accueil des Yézidis en Europe. Aujourd'hui, le Parlement régional à Stuttgart a invité des rescapés à témoigner de leur martyre devant les députés allemands. À cause des sévices atroces infligés par Daesh, les Yézidis sont venus en Allemagne. Et l'Allemagne les a accueillis. Le chef d'orchestre de cette grande messe, c'est le docteur Michael Blume, fondateur du programme qui a accueilli Ayad et quelques 600 enfants avec leur maman. Pour lui, sauver ses enfants, c'est avant tout leur offrir un toit, un environnement sécurisé et leur permettre de renouer avec une routine. Pendant toute la première année du programme, nous n'avons pas entendu ces enfants rire, ni faire une blague dans leur pays d'origine. Ils étaient comme de petits robots. Mais dès qu'ils arrivent en Allemagne, ils s'épanouissent. Et quand je leur demande ce dont ils ont envie, ils répondent « un petit déjeuner et aller à l'école ». Vous pensez que c'est suffisant? Qu'ils n'ont pas besoin de suivi psychologique? Ils n'ont pas besoin de thérapie à leur arrivée. Ils veulent juste une bonne éducation et vivre, tout simplement. Ils ont aussi besoin de refaire confiance à leur mère, car certains en veulent à leur mère de ne pas avoir su les protéger. Ils doivent retisser les liens avec leur maman, leurs frères, leurs sœurs, et ils doivent le faire dans un environnement sécurisé. Ils ne peuvent pas le faire dans un camp ou sous une tente. Le programme du docteur Blume aurait fait ses preuves. Mais un retour à la vie normale est-il suffisant pour effacer le passé? Comment appréhender la liberté pour ces lionceaux dressés à tuer? Après l'expérience de la guerre, les enfants subissent celle du déracinement. Des cousins d'Ayad sont arrivés ici il y a 6 mois. Ils vivent à 100 km de Stuttgart, en collectivité avec une trentaine d'autres réfugiés. Ma chambre. Gayat a 12 ans. Où dors-tu? Ici.
Gayat a été libéré des griffes de Daesh en 2015. Le voici en tenue de djihadiste. Il a été soumis à un entraînement militaire et à des cours de propagande. Ça, c'est mon cartable. Aujourd'hui, Gayat apprend l'allemand pour pouvoir aller à l'école. J'apprends l'allemand. C'est bien ici, mais on n'est pas heureux dans cette maison. Tous semblent un peu désœuvrés dans ce petit village de la campagne allemande. Peu d'encadrement, aucun soutien psychologique, ni pour Gayat, ni pour son grand frère, Ragheb, 15 ans. L'adolescent a pourtant été entraîné au redoutable camp Al-Farouk, à Raqqa. Il y est resté 8 mois. On le voit ici, aux côtés d'un djihadiste. Ragheb est sorti ébranlé de cette épreuve et il attendait beaucoup de son installation en Allemagne. Tu vois des psychologues? Non. Et je ne suis pas content dans cette maison. On est les uns sur les autres. Ici, on touche une petite pension mensuelle. Si on avait pu la toucher en Irak, on ne serait pas venu ici. Qu'est-ce qu'on trouve de plus ici? Rien. Au final, c'est la même chose. Malgré une mensualité de 250 €, des cours d'allemand et le soutien d'un assistant social, Ragheb se sent livré à lui-même. Pour se changer les idées, les deux frères se rendent parfois à Rottweil, la ville la plus proche. Ça me rend heureux cet endroit, c'est joli. Moi j'aime pas ici. Les gens sont heureux, alors que chez nous, Daesh occupe notre village. Et ici, on est des étrangers. Pas facile d'oublier Daesh, même sur ce marché de Noël. Gayat et Ragheb y retrouvent d'autres réfugiés. Tous s'interrogent sur leur avenir dans ce pays de la seconde chance. Ma famille me manque. Mon père et mes grands frères. Ils ont été pris par Daesh. Mais ici, je vais apprendre l'allemand, travailler dur pour devenir médecin ou professeur. Pour les enfants du docteur Blumeux, se rêver un avenir est déjà une première victoire. Mais il est impossible de savoir comment ils évolueront. Depuis le tournage, nous avons reçu des nouvelles d'Ayad. Il va bien et se dit heureux en Allemagne. Mais d'autres enfants restent à sauver, qui vivent toujours sous le joug de Daesh. C'est la mission que s'est donnée Barzad, le libérateur d'otages. Nous le retrouvons au Kurdistan pour une opération d'exfiltration à haut risque. Aujourd'hui, il s'agit d'Akram, le frère de Joumana. Ça, c'est Akram. On a déjà libéré sa sœur qui a 6 ans. Akram doit arriver dans quelques heures de Raqqa avec d'autres otages yézidis. Le réseau de Barzad a dû les exfiltrer du califat, de la Syrie vers l'Irak, en passant par des zones où s'affrontent Daesh et les forces kurdes. Ce travail demande beaucoup de temps. Leur lieu de détention est surveillé de très près. Nos passeurs doivent déterminer la meilleure stratégie d'exfiltration vers les zones libres. Le danger est énorme, bien sûr, mais nous, on se doit de tout essayer pour sauver le maximum de personnes. Une longue attente commence. Barzad est rejoint par Hassan, un membre de son réseau. Akram a bien été libéré. Mais après son long périple, il est désormais interrogé par une milice yézidi qui contrôle la zone et exige d'entendre tout rescapé en provenance du califat. Finalement, les ex-otages sont amenés pour être rendus à leur famille.
À gauche, une mère libérée avec ses 2 enfants. À droite, avec une milicienne yézidi, Akram, qu'aucune famille n'attend. Akram? C'est moi, je t'ai eu plusieurs fois au téléphone en secret. On va aller voir Joumana. Joumana? Elle est à Raqqa? Non, Joumana est avec nous en sécurité. Arrête de m'embrasser. C'est péché. Non, les péchés c'est fini. C'était avant. Hassan, apparemment ils ne veulent pas nous laisser Akram. Tout près du but se dresse un obstacle de taille. Les miliciens yézidis ne veulent remettre l'enfant qu'à un membre de sa famille. Mais les parents d'Akram ont été tués. Barzad tente de les convaincre une dernière fois. Akram n'a plus de famille. Il ne lui reste que des cousins éloignés du côté de son père. Mais la décision est sans appel. Les combattants yézidis gardent l'enfant. Moi, je suis ta grande sœur. Tu vas devenir un homme. Je vais t'emmener au marché pour t'acheter des habits. Non, je veux rien. La nuit tombe. Akram est finalement emmené par les miliciennes yézidis, elles aussi accusées d'entraîner des enfants dans leur guerre contre Daesh. Akram n'aura fait que changer de camp. Dis-leur, camarade. Camarade. Il va rester avec nous. Où? Il va rester avec nous le temps qu'un membre de sa famille vienne le chercher. Mais qui vous? Nous, les camarades. Avec les camarades. Au revoir. Tout juste sauvé, Akram est de nouveau happé par la guerre. Les enfants perdus du califat n'en ont pas fini de payer leur lourd tribut.